Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 octobre 2024 et on n'a pas le temps de s'ennuyer en ce début de mois d'octobre puisque le thème de la journée, bien évidemment, c'est la guerre. Donc après 2 ans et demi, je crois, de guerre en Ukraine, on a une deuxième guerre qui a l'air de partir en sucette. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on parle d'embrasement au Moyen-Orient. Les marchés ont l'air de s'en foutre cordialement. Ça fait des semaines qu'il ne se passe rien. Les marchés ne semblaient pas du tout inquiets. Leurs préoccupations étaient ailleurs. Et puis tout d'un coup, hier soir, l'Iran a eu l'outrecuidance de répliquer aux attaques d'Israël sur Beyrouth et sur le Liban et sur Gaza. Et donc du coup, eh bien forcément, on a peur d'une escalade puisqu'a priori, Tsahal devrait répliquer sur l'Iran. La question, c'est quelle sera l'ampleur de la réplique? Et c'est là où réside toute la question de ce milieu de semaine, puisqu'en fonction de ce qui va se passer, on pourra savoir si on peut parler d'embrasement. Finalement, l'Iran a quand même prévenu quand est-ce qu'ils allaient tirer les missiles, comme ça il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas d'effet de surprise. Donc on verra si il y a un renvoi d'ascenseur ou si ça part vraiment dans tous les sens, parce que globalement, on a quand même l'impression que l'Iran n'a pas vraiment envie de cet énorme conflit. Néanmoins, on n'est pas là pour parler géopolitique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés n'ont pas aimé. Du coup, on a utilisé un petit peu l'argument de la guerre au Moyen-Orient pour commencer à prendre des profits et à vendre un petit peu le marché après ce mois de septembre absolument spectaculaire. Je m'explique quand je dis on a utilisé cet argument pour vendre le marché parce que oui, effectivement, on sait que la guerre, ça fait jamais plaisir, mais quand on regarde un petit peu les statistiques du passé, alors vous pouvez reprendre ma vidéo d'il y a 2 ans et des poussières en arrière, où je vous avais dit oui, alors quand il y a une guerre, eh ben, d'habitude le marché il baisse au début, et puis c'est une opportunité d'achat, et puis ensuite ça rebondit, parce que de toute façon, à la fin du conflit, c'est là où il faut vraiment vendre les positions. Donc pour l'instant, on est ce qu'on pourrait appeler le début du conflit, même si c'est difficile de savoir quand c'est que ça a commencé, parce que ça fait quand même des années qu'ils se foutent sur la gueule par personne interposée, donc ça change pas grand-chose. Mais l'un dans l'autre, le vrai conflit armé qui pourrait dégénérer en ce moment, c'est une vraie implication armée de l'Iran en direct. Donc ça, forcément, ça stresse. Mais si on regarde de nouveau les statistiques, eh bien déjà, si on regarde les gros événements qui se sont passés ces dernières années, on peut se rendre compte que finalement, à la fin, on s'en sort relativement bien et qu'il est juste une question de temps pour voir ce recovery. Alors vous voyez, bon, on va remonter jusqu'en 41, mais sur l'effet militaire de Pearl Harbor, on a perdu 20% sur les marchés. Il nous a fallu faire le bottom 143 jours plus tard pour un recovery 307 jours plus tard. Et c'est le pire que l'on ait pu voir. Le deuxième en position, c'est le Koweït en 1990, où on avait eu un drawdown de 16,9%, 71 jours avant le bottom, et puis 189 jours au total pour avoir le total recovery. Ensuite, ça s'accélère, hein, puisque le 11 septembre, il nous aura suffi de 31 jours. L'attaque de Londres, 4 jours. Le marathon de Boston, 15 jours. Et puis plus récemment, la Russie et l'Ukraine. Comme vous le voyez, il aura suffi de 23 jours pour retrouver les niveaux d'avant le début de la guerre. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on a chiffré un peu le début de la guerre Israël-Hamas au 9 octobre 2023. Donc du coup, ça nous a fait 19 jours de recovery pour retrouver les niveaux d'avant. Alors aujourd'hui, on parle d'une guerre Iran-Israël. Donc c'est un autre match et donc par rapport à ça, eh bien on verra quand c'est que ça va se terminer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, dans l'immédiat, on n'aime pas, mais sur le moyen terme, on s'en sort toujours pas trop mal. Deuxième tableau que l'on peut regarder par rapport à ces événements, si vous prenez le total de toutes les guerres qu'il y a eu ces 80 dernières années, eh bien on se rend compte que sur les 12 mois qui suivent, eh bien en moyenne, on récupère 2,1%. Et puis s'il n'y a pas de récession, c'est carrément 9,2% sur les 12 mois. Donc autant vous dire zéro impact. Par contre, le problème, c'est si on est en récession. Si on est en récession, là par contre, la correction peut être plus importante. Elle peut être de 11,5% en moyenne sur les 12 mois. Ce qui nous rassure pleinement, puisque je vous rappelle que M. Powell et Mme Yellen et plein d'autres politiciens américains nous ont garanti que nous n'étions pas en récession et que la baisse des taux n'était simplement qu'un recalibrage absolument normal dans cet environnement d'inflation qui se calme. Donc l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ça crée toujours un peu des chocs, ce genre de début de guerre, mais qu'à la fin, finalement, ça se passe pas trop mal. C'est un peu comme les élections américaines, hein. Vous pouvez prendre les choses comme vous voulez, que ce soit un démocrate, un républicain, que ce soit avec Trump, que ce soit avec Biden, que ce soit Obama, que ce soit avec Kamala Harris. De toute manière,
Il y aura des hauts et des bas, mais sur plusieurs années, de toute manière, le marché finit par monter. C'est un peu l'image du marché global, puisqu'on sait que sur 130 ans, de toute manière, le Dow Jones, à la fin, il monte et c'est les bulls qui gagnent. Donc ce début de guerre ou cette potentielle escalade de conflit entre l'Iran et Israël va probablement nous coûter un peu de pourcentage sur les marchés, même si aujourd'hui on n'est pas 100% certain que ça va démarrer, même si ce qui est assez intéressant quand même, c'est assez fou aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est que on voit ce sondage qui apparaît sur vos écrans, vous voyez que 76% des spécialistes interrogés s'attendent à une attaque, une réplique d'Israël d'ici vendredi soir. Alors je sais pas s'ils ont spécifié vendredi soir avant la clôture pour qu'on ait le temps de traiter, mais en tous les cas c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Donc c'est un peu l'obsession du marché. Hier en tout cas on parlait beaucoup de l'attaque de l'Iran sur Israël. Par contre, du coup, ça nous a permis de cacher d'autres trucs. Les chiffres de l'emploi, qui continuent à être une obsession sur la semaine quand même, c'est la deuxième obsession, parce qu'il y avait les jobs quand même hier. L'ISM manufacturier qui est sorti hier, ça on a pu le mettre à l'as et ne pas s'en inquiéter. Et puis, pour terminer, on a eu bien sûr également, ce qu'il ne faut pas oublier, et que j'ai oublié d'ailleurs, la grève des dockers dans les ports américains. Alors si on commence déjà par les chiffres économiques, hier nous avons donc eu les JOLTS. Alors les JOLTS étaient nettement meilleurs que les attentes, puisque je vous rappelle qu'on attendait 7 640 000 annonces d'emploi, et puis finalement c'est sorti à 8 040 000, donc nettement au-dessus des attentes, c'est fantastique. Donc beaucoup d'offres d'emploi, on dirait que les entreprises ont décidé d'engager massivement durant le mois d'août, enfin en tout cas de proposer des emplois, parce que quand vous regardez finalement le nombre d'engagements qui ont lieu, eh bien ils sont en baisse par rapport au mois précédent. Donc plus d'offres d'emploi, mais moins d'engagement. On peut se poser des questions s'il y en a qui mettent pas des offres d'emploi juste pour dire « Hey les gars, on cherche du monde ». Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez la typologie des emplois qui sont demandés dans les jobs, eh ben, vous avez une partie, c'est dans la construction, qui est franchement très tributaire des taux d'intérêt bien sûr, et puis de l'autre côté, dans tous les emplois gouvernementaux. Donc j'en suis presque à rentrer dans le complotisme en me disant si ça se trouve, eh bien le gouvernement, il a mis plein d'annonces pour offrir des jobs durant le mois d'août pour dire « Hey regardez, il y a plein d'annonces », et puis en fait, ils ont engagé personne. Ouais, ça fait un peu complotiste quand même, mais des fois j'y pense quand même dans mes rêves pendant la nuit. Et puis alors, il y a un chiffre qu'on a passé à l'as grâce au tir de missiles de l'Iran, eh bien c'est l'ISM manufacturier PMI. Alors c'est assez intéressant parce que ce chiffre-là, il nous pèse quand même sur la tête depuis un bon moment. Alors avant d'aller plus loin dans le détail de ce chiffre de l'ISM manufacturier PMI, j'aimerais déjà qu'on se souvienne que ça fait plusieurs mois que tous les mois il sort et qu'il est décevant, et que tous les mois on se dit « Ah, c'est quand même pas un super bon signe ». Alors, évidemment, ça compte pas parce que M. Powell nous a dit que l'économie cartonnait et qu'elle était en pleine forme. Mais néanmoins, ce chiffre-là montre quand même qu'il y a 2-3 failles dans le discours de M. Powell. Donc, si on regarde l'ISM d'hier, il était attendu à 47,6. Je rappelle que le mois dernier, il était à 47,2. Et il est sorti également à 47,2 alors que le marché, les économistes, les spécialistes et les rois de la finance s'attendaient à un rebond de l'ISM de 0,4 points, mais quand même. Et donc, du coup, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est en dessous des attentes. Ça n'a pas bougé par rapport au mois dernier et c'est pas super rassurant. Mais au-delà de tout ça, c'est le 6e mois consécutif que cet ISM manufacturier est en dessous des attentes, mais surtout en dessous des 50. Donc on est en contraction du côté de l'ISM manufacturier, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle. Je suis pas économiste, j'ai pas fait des longues études d'économie, mais l'un dans l'autre, ça donne quand même l'impression que l'économie est plus en train de se contracter que d'exploser, un peu comme l'économie chinoise est en train de faire à l'heure actuelle à cause du stimulus. Et puis il y a un autre chiffre qu'on ne regarde pratiquement jamais, un autre chiffre dont on ne parle jamais, mais qui donne aussi un sentiment qui fait un petit peu un goût bizarre au fond de la gorge. On a vu que l'ISM lié à l'emploi aux États-Unis était lui aussi sorti, comment on dit, dégueulasse. Le mois dernier, on était à 46, donc en contraction. Le chiffre hier, il est sorti à 43,9, pas juste en dessous des 50, il est bientôt sur les 40, donc à 43,9, donc le chiffre est juste immonde. C'est le 4e mois consécutif que ce chiffre est en contraction, et puis sur les 12 derniers mois, il y a 11 mois où il est sorti en zone de contraction. Il y a un mois où finalement on était en dessus, je crois que c'était en mars. Donc vous vous rendez compte quand même qu'au niveau de l'emploi en général, c'est encore un signal comme quoi ça va pas bien. Ça engage moins. Oui, d'accord, il y a plus d'offres d'emploi, mais ça engage moins. On voit que l'ISM est nettement en dessous des attentes. Ce soir, on attend les chiffres de l'ADP qui sont attendus à 124 000. Je me réjouis de voir le chiffre. Et puis comment ils l'ont magouillé de nouveau mois sur mois. Ça sera super intéressant à observer, bien sûr. Mais encore une fois,
les tirs de missiles ont caché un peu ce chiffre dégueulasse de l'ISM. Et puis alors il y a une chose dont on parle peu quand même, mais si vous lisez beaucoup les médias américains, eh bien regardez un peu ce qu'on dit à propos de la grève des dockers. Alors aujourd'hui la grève des dockers aux États-Unis, c'est 40 ports américains qui sont bloqués, et c'est pas les ports de plaisance, hein, c'est les gros ports où il y a les containers qui arrivent. Et quand vous écoutez le responsable du syndicat des dockers aux États-Unis, il est juste en train de dire ouvertement à la télé qu'il va leur mettre la misère s'il n'a pas ce qu'il veut. Donc plus ça va durer, plus il y aura des impacts au niveau de la croissance, plus il y aura des impacts au niveau de l'emploi, et plus ça risque d'emmener carrément des ralentissements sur le PIB américain qui peut faire très très mal. Et puis alors autant vous dire que toutes les boîtes de shipping et toutes les boîtes d'import-export qui passent par le maritime, ils vont s'en prendre plein les dents. Et les seuls qui s'en sortent encore pas trop mal, c'est UPS et FedEx, parce que eux, ils passent par voie aérienne. Et donc c'est ceux-ci qu'on va, comme on continue à privilégier, tant qu'on n'a pas trouvé une solution au niveau des dockers. Mais il faut faire très très attention parce que cette grève n'a plus lieu depuis 50 ans. Jusque-là, on a toujours réussi à les garder au calme, mais là, ils sont visiblement très énervés et je ne suis pas sûr que des promesses leur suffisent. Si la grève venait à perdurer, il pourrait aussi avoir des conséquences économiques. Alors bien sûr, j'utilise le conditionnel parce qu'on sait que ce marché est hyper résilient et qu'il est capable d'oublier certains sujets assez rapidement. Mais quand même, il faudra se méfier de cette grève et c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus dans les médias, surtout les médias américains. Donc vous voyez, si on fait le bilan de tout ça, vous avez des chiffres économiques qui sont pas extraordinaires. Bon d'accord, les jobs sont au-dessus des attentes, mais à l'intérieur, c'est pas si terrible que ça. Quand vous regardez l'ISM, c'est pas beau du tout. Et quand vous regardez la thématique des grèves, eh bien c'est un peu inquiétant. Donc on a utilisé l'argument de dire « Ouh, les Iraniens, ils attaquent Israël, c'est pas bon ». Mais pour l'instant, je pense qu'il y a aussi d'autres sujets qui peuvent être utilisés pour dire c'est peut-être un peu le moment de prendre les profits. Pour ce qui concerne la guerre Israël-Iran, je vous l'ai dit, 76% de probabilité d'une réplique d'Israël d'ici la fin de la semaine. Donc ça, on verra de nouveau l'amplitude de la réplique, parce que s'ils vont simplement se contenter de tirer 3 roquettes au milieu du désert, ça fera pas grand-chose. En revanche, s'ils commencent à faire une guerre un peu plus violente, brutale et technique avec tout l'armement technologique qu'ils ont, sans compter que les Américains sont en appui derrière, ça pourrait relativement vite dégénérer et du coup, effectivement, à ce moment-là, les chiffres économiques, les grèves dans les ports américains pourraient passer au second plan parce que dans un premier temps, on risque d'avoir une guerre, une grosse guerre, une plus grosse guerre qu'on a, et ce fameux embrasement du Moyen-Orient. Donc on verra pour l'instant bien sûr, mais souvenez-vous quand même que sur le moyen long terme, même en 39-45, vers milieu 42, eh bien, le marché a bottomé et a commencé à exploser pour préparer le recovery économique post-guerre. Alors à côté de ça, pour parler des titres individuels, eh bien, on pourra saluer Lockheed Martin parce que l'armement cartonne, alors tout le secteur de l'armement, mais surtout Lockheed Martin. Quand on voit le graphique, c'est juste vertical, c'est impressionnant. On dirait le graphique de Nvidia quand on a réalisé que l'intelligence artificielle c'était pas de la science-fiction. Et donc là, c'est monté juste de manière verticale sur Lockheed Martin qui est au plus haut de tous les temps et qui se frotte les mains de ce qui est en train de dégénérer au Moyen-Orient. On notera aussi Nike. Je vous ai dit hier que Nike allait présenter ses chiffres after close. Ils ont présenté leurs chiffres, ils ont battu les attentes des analystes. Par contre, ils avaient une guidance qu'ils ont retirée. Ils ont dit « Ah bah non, on vous la donne plus la guidance ». Ils ont repris la guidance, donc pas de guidance. On ne sait pas trop ce qu'ils prévoient de faire. Et puis surtout, ils avaient prévu un meeting pour les investisseurs avec les CEO, le management. Finalement, ils ont annulé aussi. Ils l'ont repoussé à une date ultérieure. Donc la confiance s'est un peu effritée. Alors on sait que le nouveau CEO va prendre ses fonctions dans le courant du mois. Le CEO qui est encore en place va terminer son job maintenant, donc ils sont en phase de transition. Donc on peut imaginer assez rationnellement qu'ils vont se donner un peu de temps. Mais en tous les cas, hier, l'annonce n'a pas fait plaisir. Le titre perdait 6% after close. Et puis, il y a la thématique des semi-conducteurs. Alors hier, quand on a commencé à taper sur le marché parce que Israël, Iran, guerre, missiles, tout ça, eh bien, à ce moment-là, on a commencé à taper sur les secteurs à risque. Les semi-conducteurs font partie des secteurs à risque, donc on a déchargé un petit peu les positions sur la tech. Vous avez une Apple qui s'est fait déglinguer, vous avez une Nvidia qui s'est fait déglinguer. Donc il y avait pas mal de pression vendeuse sur ce secteur-là. Le graphique de Nvidia, d'ailleurs, un tout petit peu inquiétant parce que visiblement, cette tendance descendante, elle commence un peu à perdurer. Alors, il faudra certainement trouver des niveaux d'achat au niveau des 112 ou 110, mais pour l'instant, il y a une grosse pression vendeuse sur Nvidia. Et puis, il y a une petite histoire qui est apparue dans les journaux sur laquelle je suis tombé ce matin, et pas dans n'importe quel média, puisque c'est MarketWatch. Et il y a une petite ville en Caroline du Nord qui s'appelle Spruce Pine. Alors, j'imagine que vous connaissez, bien entendu.
entendu. Alors Spruce Pine est une petite ville minière qui est située à 1 heure d'une ville qui s'appelle Asheville, que je connaissais pas jusqu'à ce matin, et puis à 2h30 de Charlotte, que je connais un peu mieux, enfin que je connais. Je connais le nom en tout cas, on sait que ça existe quelque part aux États-Unis. Donc Spruce Pine, qui est une ville minière, possède la plus grosse mine de quartz pur. Donc en gros, le quartz pur est un ingrédient essentiel qu'on a besoin pour fabriquer des semi-conducteurs. Et c'est la seule mine du monde apparemment qui peut produire ce type de quartz en grosse quantité. Donc sans Spruce Pine, eh bien les semi-conducteurs se retrouvent un peu le bec dans l'eau parce qu'ils n'ont pas forcément le nécessaire, le matériel nécessaire pour finir la production de leurs produits. Donc autant vous dire que la croissance des puces Blackwell de Nvidia, c'est génial, mais s'ils peuvent pas les produire complètement, eh bien ça ne nous sert pas à grand chose et vous pouvez pas remplacer le quartz pur des mines de Spruce Pine par un autre quartz moins pur parce que ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, cette ville pour l'instant, vous me direz mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec son cours de géographie sur la Caroline du Nord? Eh bien tout simplement, le fait est que Spruce Pine est inondé après l'ouragan Helen de ces derniers jours. Le secteur, la région est complètement sous les eaux et les mines de Spruce Pine sont sous l'eau. Les deux compagnies qui détiennent les mines de la région ont dit que pour l'instant ils avaient des problèmes électriques, ils avaient des problèmes d'approvisionnement, ils n'avaient aucune idée et aucun moyen de pouvoir donner une date à laquelle on va pouvoir réextraire à nouveau le quartz. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu de temps entre deux et qu'il y a des stocks en amont, donc ils ont une certaine sécurité. Mais si les choses venaient à se compliquer du côté de Spruce Pine, ça pourrait se compliquer également pour le secteur des semi-conducteurs, on va dire à moyen terme quand même. Hein. C'est pas pour demain, faut pas commencer à shorter Nvidia parce que vous dites « Ouh là là, parce que Spruce Pine, ça va mettre la panade ». Mais quand même, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est une nouvelle dont personne ne parle pour l'instant, mais ça pourrait revenir sur les premières pages des journaux, et puis dans le pire des cas, s'il se passe rien, eh ben c'est une destination de vacances pour l'année prochaine quand il fera plus sec. Et puis petite nouvelle encore aux nouvelles des downgrades, dans la folie du luxe à cause du retour de la Chine, eh bien on notera que Goldman Sachs a quand même downgradé Kering hier. Alors les gars, ils y vont fort hein, parce que c'est vraiment à contre-courant de la thématique pour l'instant. Bon, on sait que Kering c'est pas la boîte de luxe la préférée des analystes pour l'instant, mais néanmoins ils downgradent Kering parce qu'ils pensent que la boîte n'offre pas suffisamment de visibilité. Donc un downgrade dans le secteur du luxe, et puis pendant ce temps, vous vous rendez compte que bon, la Chine est toujours fermée, mais en attendant, on se rattrape sur Hong Kong, parce que puisque la Chine est fermée, tout le monde achète à Hong Kong. Ce matin, à un moment donné, avant la pause de midi, le Hang Seng prenait 6%, donc on continue dans ce délire total sur le stimulus chinois. Il faut noter que depuis l'annonce du stimulus, le Hang Seng a pris quasiment 32% depuis l'annonce. Donc c'est complètement délirant. Je veux bien croire que ce stimulus va relancer l'économie, mais à ce niveau-là, c'est plus relancer l'économie, c'est carrément la mettre sur orbite qu'on est en train d'anticiper. Et puis je terminerai donc avec le pétrole. Alors le pétrole rebondit. Je ne vous fais pas un dessin, vous aurez compris, le pétrole il rebondit à cause de l'embrasement potentiel au Moyen-Orient et le baril repasse au-dessus des 70 $. Alors techniquement, on peut le voir sur le graphique, il y a encore de la résistance et ça ne sera pas aussi évident que ça d'aller chercher plus haut. Il va falloir vraiment que ça s'embrase et qu'on arrive à casser les 72,5, 73 $ pour dire qu'on rentre de nouveau dans un autre range. Mais pour l'instant, il y a encore de la résistance à mon sens et on attend de voir encore une fois l'amplitude de la réplique israélienne. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y aura les chiffres de l'ADP américain, donc l'emploi privé. On attend 124 000 créations d'emplois. Et demain matin, moi, je vous retrouverai pour décortiquer ce chiffre et pour vous expliquer qu'on s'est de nouveau foutu de nous parce qu'ils ont encore corrigé 23 fois les chiffres du mois précédent. Voilà, en ce qui me concerne, excellente journée. Profitez bien du soleil. Il paraît que pour une fois, du soleil cette semaine, ça va nous changer. Et on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote, de liker cette vidéo, de la partager, surtout de la partager parce qu'il faut faire monter le trafic et puis monter aussi le nombre d'abonnés. On approche gentiment des 42 000 quand même. Et puis merci d'être là tous les jours. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous offrir ces vidéos tous les matins et je me réjouis déjà de demain matin. Allez, bye bye.